Donc on a parlé des makers, on a parlé de ces hommes et de ces femmes qui changent le monde et qui sont en train de le révolutionner et d'y contribuer avec la puissance du numérique, avec la puissance de cette co-création et de cette capacité d'intelligence collective démultipliée par le numérique. On va passer à un éclairage maintenant avec un duo que j'invite d'ores et déjà à me rejoindre. On est à l'ère de la responsabilisation individuelle, comme disait Dostoïevski. Nous sommes tous responsables de tout, devant tous, et moi particulièrement. Et donc, qu'est-ce qui change avec le web et les réseaux sociaux et est-ce qu'on a chacun le pouvoir le pouvoir et le devoir d'agir? Donc, j'invite Benoît Raphaël, qui est CEO et cofondateur de Trendsboard, stratégiste éditorial, consultant, entrepreneur, créateur de la Lab d'Europe 1, Le Plus du Nouvel Obs et Le Poste notamment. Et il va être rejoint par Natacha Kester-Séméon. Elle arrive. Elle est en route. Alors Natacha, qui va se présenter, donc entrepreneuse, cofondatrice et CEO de l'agence You Are Here, spécialisée dans la création de projets innovants, de sites et d'applications mobiles, notamment dans le domaine de la culture, du tourisme et du divertissement, ainsi que dans le conseil en stratégie digitale et sociale. Bien, Benoît, je vous invite à commencer tout seul peut-être pour nous parler de cet empowerment. La voici. Et bien on les applaudit tous les deux pour leur donner du courage. Vous venez directement ici. Voilà, l'empowerment, comment se prendre en main. Ouais. Vous allez avoir 2 micros, je vais vous filer le mien. Voilà, qu'est-ce qui change dans le web, les réseaux sociaux? C'est normal. Vous êtes prêts? Oui. Donc, plus besoin de les représenter, vous avez éventuellement la possibilité de vous représenter. On fera une petite pause juste après. Donc, tenez bon et continuez à respirer. On change d'air aujourd'hui. Et en effet, j'arrive vite, donc là, il faut que je respire. Tu t'es présenté, Benoît ? Non, on nous a présenté, donc je pense qu'on a dit assez de choses sur nous. On va parler justement de ce qui est en train de changer aujourd'hui. Je ne sais pas combien il y a de gens dans la salle qui pensent que c'était beaucoup mieux avant. Si vous osez lever la main. Ah non, il n'y en a pas une. Hein. Alors ça, c'est marrant parce qu'en général, dès qu'on est en discussion, forcément tout le monde pense que c'était mieux avant, qu'avant c'était que tout fout le camp un peu, que y a plus de valeur, que les relations sociales se dégradent, qu'on est tous de plus en plus sur Facebook. Enfin bref, que c'était même mieux au Moyen Âge. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais le Moyen Âge. J'étais persuadé que c'était le Moyen Âge, c'était bien mieux qu'aujourd'hui, jusqu'à ce que je regarde Game of Thrones. Et en fait, on va vous prouver aujourd'hui que finalement, c'est peut-être mieux encore demain, et déjà mieux encore aujourd'hui. Il y avait beaucoup de gens qui font partie des pionniers de l'Internet, qui ont l'impression que finalement ce rêve de l'Internet, cette utopie de l'Internet, de la co-organisation, le peuple va prendre le pouvoir, etc. On est un peu déçus par ça, parce que finalement ça s'est pas vraiment passé. En fait, si, c'est en train de se passer. C'est peut-être pas le peuple d'ailleurs, tel qu'on l'entendait à l'époque de la Révolution. C'est peut-être plutôt la multitude, une multitude d'individus. Et c'est en train de se faire, mais pour prendre le pouvoir, il faut passer des étapes. Il suffit pas simplement de pouvoir échanger, collaborer, etc. Il faut être capable de franchir toutes ces étapes qu'on va vous décrire avec quelques exemples avec Natacha. La première étant la capacité de se mobiliser. La deuxième, la capacité aussi de s'approprier. On s'approprie les marques, on s'approprie les gouvernements. La troisième, c'est la capacité d'avoir de la connaissance, parce que on peut pas faire les choses si on sait pas. Donc on dit souvent qu'on est dans une société de spécialistes. Si on sait pas les choses, on peut pas vraiment prendre de décision. Donc à gagner la connaissance. Et puis la dernière, c'est pour faire des projets, il faut pouvoir les financer. Et vous allez voir, tout ça est en train de se mettre en place depuis quelques temps. Il y a des exemples qui sont vraiment extrêmement surprenants. Déjà, la traduction du mot empowerment, hein. Parce que moi, je connaissais pas au départ. Quand on m'a invité à cette conférence, je ne sais pas du tout ce que ça voulait dire. Oui, je t'ai embarqué là-dedans en te disant, viens. Justement, c'est le début de l'empowerment, ça. Il faut être deux. Donc, la traduction, on dira que c'est la responsabilisation, l'autonomisation. Moi, j'aime bien le terme américain parce qu'il veut dire aussi un peu d'autres choses. Donc, cette notion-là, elle vient du début du XXe siècle. Mais il y a eu un mouvement qui a un peu fait évoluer l'empowerment. C'est dans les années 50 et 60. Il y a eu d'abord les mouvements hippies. Et ensuite aussi les situationnistes, ils organisaient soit des happenings, soit des manifestations d'art urbain un peu absurdes. Et puis avec Internet, c'est arrivé dans les années 2000, c'est un nouveau volet qui est arrivé. C'est notamment Howard Rheingold qui a théorisé cela avec les smart mobs et les flash mobs, qui disaient qu'à la fois on pourrait organiser des manifestations
avec des messages positifs ou négatifs, il y a toujours les deux côtés, que ce soit avec les emails et les SMS avant l'arrivée en fait des réseaux sociaux. Mais déjà à cette époque-là, on a pu commencer à voir dans les années 2000 qu'il y avait des gens qui se réunissaient pour faire des petites manifestations absurdes. Il y a aussi des mouvements contre la guerre en Irak ou l'anti-mondialisation. Alors, un des premiers phénomènes un peu internationaux qui est arrivé, c'était le mouvement contre la guerre en Irak en 2002. Il y a eu un réseau d'associations qui s'est interconnecté au niveau mondial. Ça a permis d'organiser la première manifestation avec 15 millions de personnes dans le monde entier. Ça a mobilisé 1,2 million de personnes en France, dans 70 villes. Moi, j'ai participé d'ailleurs à ces manifestations en tant que co-organisatrice en France. Et on était interconnectés, on fait du crowdsourcing. C'est-à-dire que ensemble, on partageait les informations au niveau local. Donc c'est intéressant toujours que ça vienne du local vers le haut. Ensuite, il y a aussi d'autres exemples par rapport aux ONG. Oui, les ONG, par exemple, Charity Water. ONG, tout à fait, oui. Ouais. Charity Water, c'est une ONG que moi j'adore parce que c'est un vrai modèle innovant. Ça a été créé en 2006 par un type qui était d'abord au départ, il gérait des boîtes de nuit, puis après à un moment il a eu un éveil, il a changé de vie, il est allé au Liberia, il voulait être photographe, et il a vu qu'il y avait vraiment un énorme problème avec l'eau potable, et il est revenu à New York et il a une idée, c'est de demander à ses amis, plutôt que de lui donner de l'argent pour acheter un cadeau, de faire une petite cagnotte pour ouvrir des puits d'eau ou donner de l'eau potable en Afrique. Aujourd'hui, son association a levé 100 millions de dollars de la part et de fonds d'investissement et de citoyens. 100% des dons vont directement sur le terrain. Il y a toute une traçabilité, ça je pense que c'est important aussi, la transparence, c'est-à-dire qu'on peut suivre l'action de ces associations et de ces projets. Il y a eu 11 000 projets qui ont aidé 4 millions de personnes à avoir accès à l'eau potable. Et ça, c'est vraiment un modèle Charity Water, si vous regardez sur Internet, c'est assez remarquable. En plus, ils sont très inspirants, ils communiquent extrêmement bien sur les réseaux sociaux. Et ça fait partie des nouveaux modèles. Toi aussi, t'en as ? Oui, Internet, en fait, donne une capacité à se mobiliser qui est absolument phénoménale, une vraie énergie qui peut être super négative, comme ce qu'on appelle les Human Search Engine en Chine, qui sont capables de se mobiliser tous pour retrouver dans la vraie vie quelqu'un qu'ils estiment avoir une action immorale. Alors après, la notion d'immoralité, elle est extrêmement relative. Donc parfois ça crée des dégâts. Le forum 4chan aussi aux États-Unis, où on est capable aussi de faire des chasses à l'homme pour des bonnes, mais très souvent pour des mauvaises causes. On l'a vu aussi avec l'affaire de Farid de la Morlette qui avait lancé ce chat contre le mur, mais avec une dimension collective, une mobilisation qui en même temps parfois faisait un petit peu peur parce qu'on ne sait pas trop jusqu'où ça pouvait aller. Mais ça peut aussi amener des gens dans la rue pour des vraies causes. Albert Morales en Colombie, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, c'était en 2008, au tout début de Facebook, était très choqué par l'attitude des FARC qui avaient menti, prenaient des otages et personne n'osait vraiment en parler. Il va sur Facebook, il se rend compte que personne n'en parle, aucun groupe n'a été créé et tout seul dans sa chambre, il a que 100 amis sur Facebook, on était vraiment en démarrage et il crée une page pour crier contre les FARC en disant ça suffit, on en a marre. Comme il est designer, il crée un petit logo. Et il envoie ça à ses 100 amis et le lendemain matin, quand il se réveille, il va se coucher très tard, à 3h du matin, il se réveille à 9h et le matin, il se réveille et il se rend compte qu'il y a 1500 personnes qui ont participé au groupe. Le soir, il y en a 4000 personnes. Et un mois après, parce que les gens se sont mis à discuter entre eux, à échanger leur numéro de téléphone à travers la page Facebook, il y a 10 millions de personnes qui sont descendues dans les rues de Colombie et 2 millions de personnes dans le monde qui, dans les villes, les capitales mondiales, sont descendues dans les rues pour crier contre les FARC. On a aussi beaucoup parlé des révolutions arabes. Évidemment, c'est pas Facebook ou Twitter qui a fait la révolution. Par contre, c'était aussi un catalyseur. Il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont liké cette page. Nous sommes tous... Pardon ? Non, j'ai entendu un bruit. J'entends des voix, en fait. Cette page qui s'appelle... Nous sommes tous Khaled Saïd, du nom de ce jeune homme qui avait été tué par les policiers. 1 million sur 80 millions d'habitants, mais 1 million sur 5 millions de personnes qui étaient sur Facebook. C'est assez important. Ça a suffi à mettre les gens dans la rue. Après, le reste s'est passé dans la rue. Et c'est quand les gens sont descendus que la révolution a commencé, mais il y a eu un catalyseur. Donc cette énergie, c'est un petit peu comme la magie de Harry Potter. On dit souvent que la magie, est-ce qu'elle est noire, est-ce qu'elle est blanche? En fait, la magie, elle est grise. Maintenant, ça dépend de ce qu'on en fait. Donc c'est une formidable énergie qui suffit pas à changer complètement les choses, mais qui permet vraiment d'être un déclencheur. Alors d'un côté, comme je disais tout à l'heure, au niveau français, on peut avoir les humains associés qui relaient les manifestations contre la guerre en Irak, mais il y a aussi le côté dark side de tout ça. Par exemple, vous vous souvenez sans doute de l'affaire du bijoutier de Nice, le bijoutier qui avait été attaqué et qui avait tué le voleur à coups de revolver dans la rue. Eh bien, en 3 jours, ça c'est la seule fois où c'est arrivé en France, en 3 jours, il y a 6% de toutes les personnes qui étaient sur Facebook qui ont liké cette page.
c'est-à-dire 1 600 000 personnes. Je crois qu'il y a eu le premier million en 24 heures. 20% des personnes ont commenté, ce qui est énorme, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'engagement. Et bien sûr, ça a été récupéré par l'extrême droite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Front National est le parti politique le plus influent sur Facebook. Ils ont 160 000 likes, c'est le double du PS ou de l'UMP. Ça ne s'est pas caractérisé par une réelle manifestation sur le terrain, mais on voit aussi que ce phénomène a beaucoup surpris. Est-ce qu'il avait une valeur uniquement symbolique ou politique? Est-ce que les gens adhéraient réellement en likant? C'est un autre sujet. Mais on voit bien que ça peut aussi se retourner contre des forces d'opposition démocratiques et qui peuvent aussi descendre dans la rue. C'est ce que disait d'ailleurs Howard Rheingold. Voilà, ce qui est vraiment positif ou négatif, l'important c'est de se rendre compte aussi que la relation sociale, plus elle s'active, plus elle génère aussi de l'empathie. Et donc on est en train de passer aujourd'hui d'une ère du message. Le message devient important à une ère de la relation, où la relation devient beaucoup plus important. Dans cette étape-là, après la capacité de se mobiliser, on se rend compte aussi aujourd'hui que les marques, les gouvernements sont face aujourd'hui à cette menace de la transparence. On ne peut plus rien cacher, ou de moins en moins. On l'a vu avec Wikileaks, on l'a vu aussi avec l'affaire Snowden, mais également pour les marques, il est très difficile aujourd'hui d'avoir des cadavres dans le placard. Brian Solis, qui est un spécialiste de la communication, qui disait que si vous voulez faire la révolution et communiquer sur les réseaux sociaux, si vous avez un cadavre dans le placard, n'y allez pas, parce que ça va forcément au bout d'un moment se savoir. Vos employés sont déjà sur les réseaux sociaux, donc une capacité qu'on a aujourd'hui à s'approprier les marques. De plus en plus, les marques sont évidemment structurantes de notre culture, structurantes de notre société. Vous voyez le rôle d'Apple, mais même aussi la marque Lego, qui est un marqueur aussi de notre culture, et qui s'est rendu compte que finalement cette culture Lego, cette marque Lego n'appartenait plus tellement à Lego. Et à une époque où la marque était complètement, pratiquement au bord du dépôt de bilan, en 2005, ils se sont mis à écouter les gens, les réseaux sociaux. Ils se sont rendus compte d'ailleurs que c'était essentiellement des adultes qui en parlaient. Alors ça leur faisait un petit peu peur, parce qu'ils se sont dit, bon, les adultes quand même qui jouent à Lego, c'est bizarre, c'est limite pédophile, donc ils s'en sont pas trop occupés. Puis ils ont continué à écouter. Et petit à petit, ils se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose là, qu'il y avait une vraie créativité, que les gens s'étaient appropriés la marque. Les gens aussi proposaient des boîtes Lego, créaient des choses, faisaient des propositions. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont racheté une plateforme de co-création. Ils ont écouté les gens, ils ont écouté les artistes. Et aujourd'hui, Lego se passe quasiment de publicité. Lego, c'est devenu un jeu vidéo, c'est devenu un film qui passe des messages d'ailleurs. C'est devenu aussi des sites où les internautes proposent des nouveaux concepts de boîtes Lego. Alors les Lego Simpson, par exemple, qui ont eu un gros succès et qui se vendent d'ailleurs très très bien. Et 10% maintenant du chiffre d'affaires de Lego vient de ces adultes là. Et Lego est sorti de la zone de rouge, et en n'étant plus dans une posture je suis moi la marque et je communique un message, en étant plutôt dans une stratégie de relation. On est vraiment dans la relation, en se passant petit à petit la publicité. On a fait comme ça renaître la marque, et donc on a redonné le pouvoir aux consommateurs, mais tout en le maîtrisant évidemment également. On a parlé donc du crowdsourcing, mais après il y a le crowdfunding. L'idée aussi à partir du moment où on a une idée, un projet, un produit, ça peut être d'éditer un bouquin, faire un webdoc, produire un produit réel, on peut lever des fonds sur le web. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ces communautés, donc cet empowerment, ça peut être aussi de financer des projets auxquels on croit et qui n'ont pas accès au mode de financement traditionnel. Ça pas seulement ce qu'on appelle le love money, vous savez, quand vous demandez à votre famille, à vos amis de vous donner un peu d'argent pour monter un projet, c'est d'aller un peu au-delà, de demander à des gens que vous ne connaissez pas, et donc de créer une communauté autour de ce produit ou de cette idée. Surtout dans un système où français, par exemple, il est très difficile d'avoir des banques, quand on est jeune notamment, qui vous soutiennent et qui vous prêtent de l'argent pour commencer votre petite idée. Donc justement, toutes ces plateformes-là, on pense à KissKissBankBank, Hello Merci, enfin ça c'est aussi du prêt d'ailleurs entre particuliers, permettent aussi de financer des nouveaux projets, comme le cas de cette montre que je porte, qui a été financée sur le web, la Peeble. Ça peut être un succès qui s'industrialise en quelques mois, voire quelques années. C'est un élément qui est extrêmement positif, parce qu'on dit effectivement qu'on est dans la morosité, que c'est la crise, que rien ne va plus. Il y a surtout une perte de confiance dans les gouvernements, perte de confiance aussi parfois dans les systèmes économiques, perte de confiance dans les marques, qui parfois mentent ou qui en tout cas ne nous écoutent pas. Et je crois que quand on n'est pas satisfait des livres qu'on lit, quand on n'est pas satisfait des jeux vidéo auxquels on joue, quand on n'est pas satisfait des services publics
dont on bénéficie, eh bien on a la capacité maintenant aujourd'hui de pouvoir les financer. Je trouve qu'il y a énormément d'optimisme, énormément d'espoir et de volonté d'avancer dans l'ensemble de ces projets. On pensait que les gens ne croyaient plus en rien, ils veulent plus payer d'impôts. Par contre, ils sont prêts à payer parfois cher pour que certains produits, mais aussi que pour parfois des projets sociaux d'aide, d'entraide puissent se créer. Donc il suffit de déposer un projet, de fédérer une communauté autour, et si c'est utile, et c'est aussi un message que doivent entendre les marques, une marque qui n'est plus capable de prouver qu'elle est utile à la société n'a pas beaucoup d'avenir aujourd'hui dans ce monde-là. Ben, ces projets-là, en parallèle, font de l'auto-édition. Il y a des projets, mais très importants, de nouveaux produits aussi qui sortent, des projets d'envergure. On a parlé aussi de ce qui se faisait au niveau des ONG, mais il y a aussi des programmes à plusieurs millions d'euros qui sont financés par les gens qui ne prennent même pas de part d'ailleurs dans ces projets-là. Et puis maintenant, on a également la capacité de rentrer au capital de sociétés et donc de lever des fonds sur des plateformes d'equity, c'est-à-dire qui permettent de devenir actionnaire. Donc, c'est-à-dire quelque part, l'économie elle-même est en train aussi d'être structurée par la multitude et plus seulement par ceux qui étaient au cœur des prises de décision. Quelle est l'entreprise qui va avoir la chance d'avoir de l'argent pour réussir demain? C'est plus seulement les fonds d'investissement, mais c'est finalement aussi ces fonds collectifs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur ces plateformes-là, de plus en plus de fonds d'investissement ou de capital risqueurs acceptent de se mettre à côté de ces plateformes de crowdfunding pour financer un projet. Et je ne parle pas de Bitcoin, qui effectivement devient aujourd'hui une économie particulièrement parallèle. Pour terminer, je crois que tout ça, en fait, ne se fait pas... on ne peut pas monter un projet, on ne peut pas participer à... On dit souvent en démocratie que on veut faire participer les gens, mais alors, du coup, le problème, c'est que ça devient très vite technique. Il faut avoir un peu des notions d'architecture. C'est quoi un PLU? Est-ce que vraiment on peut construire ça? Est-ce que c'est vraiment possible? Il y a plein d'éléments qui nous échappent. On parle souvent aussi de technocratie qui énerve tellement les citoyens, mais c'est aussi, ça devient très technique. Et cet apprentissage des contraintes des choses, elle est indispensable pour pouvoir se responsabiliser et participer au projet. On a parlé de mobilisation, on a parlé d'appropriation aussi du système gouvernemental ou du système des marques ou des produits. On a parlé également de capacité de financement, mais sans la connaissance, finalement, on ne peut pas faire grand-chose. Et cette révolution-là est également en train de se passer. Les universités, beaucoup moins en France, on parlera de la France pour terminer, mais beaucoup aux États-Unis s'exportent à l'extérieur. On peut entrer dans une grande université sans forcément y mettre les pieds. Il y a des mouvements d'apprentissage sur Internet, les fameux MOOC, qui explosent actuellement aujourd'hui. Et parfois, on en est même à ceux qui délivrent des diplômes, et on en est même à se demander est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement que prendre un diplôme directement sur Internet plutôt que d'aller sur une grande école. Donc ce mouvement-là aussi est en train d'exploser, de se mettre en réseau. Et on est capable, il y a aussi des réseaux complètement indépendants qui permettent d'apprendre à coder, d'apprendre l'architecture, d'apprendre le design, d'apprendre énormément de choses. Et donc quelque part, de grandir soi-même, de pouvoir avoir un autre métier aussi demain. Et ça fait partie de ce processus de responsabilisation et de prise de pouvoir par chaque individu. L'open data et le big data, ça en fait partie aussi. C'est aussi partie de la connaissance. Et oui, ça fait partie aussi de la connaissance. C'est-à-dire, de plus en plus d'États sont en train d'ouvrir leurs données, les mettre à disposition des citoyens. Ça veut dire qu'on peut finalement, regarder, s'intéresser aux données. Effectivement, comme tu le disais, on n'a peut-être pas les connaissances juridiques et techniques pour comprendre, mais à plusieurs, en se mettant ensemble, c'est aussi ça l'intelligence collective. On peut analyser, on peut avoir des idées. Et je pense que c'est un élément intéressant pour reconnecter les citoyens avec les institutions, notamment en France, mais aussi en fait les consommateurs avec les marques, c'est-à-dire qu'on partage de l'information, on le met à disposition et les gens peuvent l'analyser. J'ai oublié un exemple tout à l'heure d'ONG qui est vraiment remarquable. C'était quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti en 2010. Il y avait besoin de cartes sur le terrain pour les secours, et notamment pour l'ONU. Eh bien, il y a 640 bénévoles qui se sont tous mis ensemble sur Internet et qui ont fait une analyse des cartes et qui ont géolocalisé en GPS avec un niveau de précision, je crois que c'était un des meilleurs à l'époque sur le web. Ils ont cartographié Haïti, les routes, les ponts, les bâtiments, etc. Et ça a servi au secours pour intervenir sur le terrain. Ça leur a fait gagner 1 an. Il aurait fallu 1 an de cartographie traditionnelle pour arriver à ce niveau de travail. Ça veut dire que quand il y a un problème, comme tu disais tout à l'heure,
eh bien, on peut, même si on est derrière son écran, on peut être actif, on peut agir, on peut trouver d'autres personnes. C'est ça l'empowerment, qui ont les mêmes objectifs que nous. Et même si on est 2, et même si on est 3. Moi, dans mon cas, par exemple, il y a quelques années, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes. Là, il y en a pas mal. Hein. C'est assez exceptionnel. Il n'y avait pas assez de femmes dans tout ce qui était le milieu technologique. Eh bien, j'ai cofondé avec Tatiana Faria Salomon un club qui s'appelle Girl Power 3.0. Au départ, c'était une page sur Facebook. On a liké et ensuite, on s'est rencontrés en vrai et c'est devenu un mouvement. Et on fait partie des mouvements français qui ont lancé le sujet des femmes et du numérique en France. Donc, on s'interconnecte les uns avec les autres, on peut se prendre en main, ça veut dire que la solution c'est nous-mêmes, surtout dans une situation comme est la France aujourd'hui. La musique, ça veut dire que c'est fini. C'est vrai, tu parles un peu trop. Il reste 3 minutes. Ah ouais, c'est un petit décompte. Donc, ce qui veut dire aussi que c'est un message, je pense, d'espoir et de se prendre en main, de se relier les uns aux autres. Et surtout, on n'a pas dit nécessaire. On a oublié un point, Benoît, c'est le fait qu'il y a quelques années, on disait que chaque blogueur devenait un média. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que chacun d'entre nous est le cœur de sa propre communauté. Et où qu'on soit, quoi qu'on fasse, c'est important de se relier autour de soi, au niveau professionnel ou personnel, des gens autour de soi. Oui, c'est vraiment l'humain qui compte avant tout. Et c'est important de se dire que, comme effectivement les blogueurs se sont dressés au milieu des médias, on va avoir demain des entreprises individuelles qui vont se dresser au milieu des industries traditionnelles. Tout ça, on a l'air un peu d'illuminer. Vous êtes super positif et un peu allumé. En fait, non, évidemment, tout ça est très chaotique. Hein. C'est par l'anthropique que c'est en train de se faire, donc c'est pas sans danger. Ça se fait pas aussi facilement que ça. Ça explose un petit peu partout. Ça se structure, mais un petit peu comme un cerveau se structure petit à petit, comme il est en train d'apprendre. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important aujourd'hui que, à la fois les marques et en même temps les dirigeants, les pouvoirs publics prennent conscience de ce mouvement-là. Ils le savent plus ou moins, comprennent pas trop, et surtout l'accompagnent, aident à le structurer pour ne pas se retrouver complètement marginalisé avec cette perte de confiance qui est aussi dramatique et qui est celle qu'on connaît. Voilà, merci. Merci.